Salut YouTube, petite vidéo, on retourne sur du React pour React, j'allais dire la dernière vidéo mais ça date quand même de 2 semaines, je me suis dit je vais la regarder plus tard, voilà quoi, le plus tard en question, si je peux me permettre, mais bref c'est pas grave, on va regarder la vidéo, on va kiffer, et voilà. Et lancer un ultimatum, on part de Chicago ou je pars sans toi. Alors Ducky vivait à Robert Taylor. Ah oui, j'ai même pas dit c'était quoi le React, je suis un peu con, je suis un peu fatigué les gars, c'est l'histoire de Kendrick Lamar, voilà. Cité très violente du sud de la ville, et Paola n'en pouvait plus de cet environnement, que ce soit pour elle, juste son gars, ou encore pour un futur enfant qu'elle aimerait avoir. Et c'est ainsi qu'ils prennent $500, un sac de vêtements, et qu'ils se mettent en route vers la Californie, en quête d'un avenir meilleur. Au départ, ils s'installent à San Bernardino, car ils avaient un pied-à-terre là-bas, mais ils finissent à Compton. Après quelques années passées en Californie, le couple commence à prendre ses marques. Ils travaillent tous deux dans le monde des fast-food. Paola travaille à McDonald's et Ducky travaille chez KFC. J'aurais dit Domino's. Il y a quelques petits business ici et là, histoire de mettre un petit peu de beurre dans les épinards, si tu vois ce que je veux dire. Aussi, ils ont eu un heureux événement depuis. Un petit garçon né le 17 juin 1987. C'est lui, les gars. Hein, quoi? Désolé. Ok. Pas loin du KFC où Ducky travaille, il y a quelques gangsters qui traînent pas loin. Parmi eux, un certain Anthony Tifif alias Top Dog, un gangster très respecté du secteur. Alors Top Dog vient d'une famille dysfonctionnelle, gangrénée par le gangstérisme et la prostitution. Et c'est dans ce climat-là que le garçon avait pour seul refuge la rue. Et c'est là-bas qu'il s'est bâti une réputation qui le précède. Impliqué à un très jeune âge, il fait fortune à peine 20 ans et perd tout à cause d'allers-retours en prison. Il gagne notamment un procès pour meurtre et il tente de se refaire dans la rue, mais avec la police sur ses côtes, ah ouais, frérot, il se fait pas vraiment dessous. Du coup, il se réoriente vers d'autres business. Et parmi eux, le braquage. Et justement, Ducky était au courant du CV atroce de Top Dog. Et il savait également que le KFC où il travaille avait été braqué l'année dernière. Et pendant le braquage, il y a même un client qui s'est pris une balle. Venant lui-même d'une cité super chaude dans le sud de Chicago et ayant lui-même fait partie d'une fraction des Gangsta Disciples, Ducky savait qu'il fallait absolument se mettre Top Dog dans la poche. Et pour cela, il lui offre du poulet gratuit, des biscuits en plus, à chaque fois que Top Dog passe par sa caisse. C'est une manière pour lui de s'attirer les bonnes grâces du gangster. Et Ducky avait vu juste, puisque ce jour arriva. Top Dog braque le KFC. Et il laisse Ducky en vie. 20 ans plus tard, Anthony Top Dog Tifif a complètement changé de vie. Il œuvre pour la paix dans sa ville, il a un studio d'enregistrement et il a signé de nombreux artistes, dont une pépite qui devient une véritable star montante dans la ville. C'est sûr, lui va exploser. Et donc cette dite pépite est content de présenter à son père la personne qui est responsable de son succès, du moins en partie. Imagine la surprise lorsque Top Dog a vu que le père de sa pépite n'est d'autre que Ducky, et la mienne lorsque j'ai su que cette pépite n'est d'autre que Kendrick Lamar. Attends, mais c'est fou. Non mais les gars, c'est fou. Attends, j'étais pas au courant, mais c'est dingue, frère. Mais c'est une histoire, même c'est une histoire de série, frère. C'est trop poussé par les cheveux, frère. Ah ouais, ouais. La folie, les gars, là je suis choqué. Juste yo, ça l'intro, là je suis choqué. C'est Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. Alors ce que je viens de vous raconter là, c'est l'histoire de Kendrick Lamar. C'est une histoire vraie. Et d'ailleurs, il raconte tout ça dans son morceau Duckworth. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre toute l'histoire de Kendrick Lamar en détail. L'idée, c'est qu'à la fin, Kendrick Lamar n'ait plus de secret pour vous. La vidéo est un petit peu longue, donc prends du popcorn, prends de la boisson, pose-toi avec tes potes et regarde la vidéo. Et si tu as apprécié, mets un like. Alors son histoire, c'est un véritable film. Et en parlant de film, j'aime en consommer et j'ai un outil qui permet de consommer. Allez. Attention, ce n'est pas disponible. 1995, et Kendrick Lamar Duckworth a à peine 8 ans lorsque l'univers lui envoie un premier signe. Il voit Dr. Dre et Snoop Dogg dans son voisinage en plein tournage de California Love. Franchement, folie.
By the time he got me, everybody was out there. It was like pandemonium, you know. He put me on his shoulders, and there he was, Dr. Dre and Tupac right there, and I think it was a white Bentley. Yep, they were shooting a video, and that moment right there, whether I know it or not, subconsciously, I think it, you know, eventually branched me off to what I'm doing now. En effet, cette courte interaction avec ses idoles l'influencera sur sa vie future. Mais le problème, c'est que Kendrick Lamar ne colle pas du tout à l'image du rappeur de l'époque. Encore moins. Non mais attendez, mais c'est une folie, genre comme quoi la vie elle est trop bien faite. Ah, sa grand-mère, wesh, dans sa cité, dans deux blocs, il a dit, genre en mode, il y a eu un tournage, il a vu Dr. Dre Tupac, là il traîne avec Dr. Dre, il fait des trucs, enfin il faisait des trucs là, je sais pas si... Rappeur West Coast. Bien qu'il passe toute son enfance à Compton, Kendrick Lamar n'est pas du tout ce qu'on pourrait qualifier de gangster. C'est un bon élève, très calme et discret. Il développe très jeune une passion pour le storytelling, la poésie et bien sûr le rap. Dans une époque où les rappeurs devaient rouler des mécaniques et faire les bad boys, Kendrick Lamar, lui, choisit une voie un petit peu différente. Il développe un style basé sur les lyrics, mais aussi sur l'ego trip. Mais du coup, est-ce qu'il a dû être critiqué ? Non. Parce que voilà, avec la fougue de la jeunesse, tu te doutes bien que le but c'est de dire que c'est le meilleur. Alors pour ce qui est de son inspiration musicale, il ira s'inspirer chez les tauliers de chez lui, d'accord, de sa ville, mais aussi il ira à l'autre bout du pays et s'inspirera des rappeurs East Coast, en particulier Jay-Z. Et donc Kendrick Lamar est fan de Jay-Z, il veut créer son propre Rockefeller. Rockefeller, c'est le label de Jay-Z. Et Jay-Z, à cette époque-là, quand il a créé Rockefeller, il avait un associé, Dame Dash. Et il lui faut un Dame Dash. Et il le trouvera dans la personne de David Isaac Frehley, alias Dave Free, un copain avec qui il partage la même passion pour le rap. Ce dernier ne rappe pas, mais il est déjà un petit peu dans le business, il est vif quoi. Les garçons n'ont alors que 13 et 14 ans lorsqu'ils décident de se lancer dans cette folle aventure qu'est la musique. Kendrick Lamar en parle souvent dans sa musique. Sous le pseudonyme de K-Dot, Kendrick Lamar sort sa première mixtape en 2003. Elle a fait du bruit dans Youngest Head, Ninja in Charge. Quand tu entends la musique là, tu sens de fou l'influence de Jay-Z. Là, je parle pour les fans de Jay, vous voyez très bien de quoi je parle. Bref. Cette mixtape va tourner un petit peu localement, voilà, et va poser les bases de ce que Dave et Kendrick Lamar veulent mettre en place. Mais l'OST jeu là, c'est moi ? Ah non, mais c'est vraiment grâce à la fougue de Dave qu'ils rentreront en contact avec Anthony Tiffy, alias Top Dog. Alors comme je te l'ai dit en intro, c'est le grand du quartier, très respecté, qui s'est éloigné de la rue pour se concentrer sur la musique en ouvrant un studio d'enregistrement et un label à son nom nommé Top Dog Entertainment, plus connu sous le nom de TD. Dave est dans la même école que son fils et donc c'est comme ça qu'il a réussi à rentrer en contact avec lui. Il savait un petit peu réparer des ordinateurs, il savait que Top Dog avait quelques galères, donc il s'est rendu chez lui, il a aidé à faire 2-3 trucs, et en même temps il met la mixtape de son gars, histoire que Top Dog se dise « Eh, mais c'est qui ce petit ?» Bref, et c'est comme ça qu'ils ont fini par se retrouver chez lui et à signer dans son label. Donc il signe super tôt. Alors à cette époque-là, attention, Top Dog c'est tout petit, c'est pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc il intègre TDE et il fait la connaissance d'un petit peu tout le monde dans le label, dont la tête d'affiche de l'époque, j'ai nommé J-Rock. Originaire de Nickerson Garden, une cité à Watts, J-Rock est la star du label. Alors c'est une star locale, donc il est connu dans sa ville, et il est bien parti pour paver la voie pour le reste du crew. Au départ, leur relation était quelque peu conflictuelle, étant donné qu'ils viennent de deux quartiers ennemis, mais Top Dog a très vite mis fin à ces conflits en leur expliquant que TDE est une famille, et peu importe qu'ils viennent d'un gang ennemi, lorsqu'ils rentrent dans le studio, tout ça doit se dissiper. Et ça a été la force de TDE que tu retrouveras que très rarement dans d'autres labels du secteur. Faire partie de TDE, ça prévaut sur tout le reste, peu importe le gang auquel tu es affilié. Et c'est ainsi que les deux rappeurs développent une relation fraternelle. K-Dot voit J-Rock comme un grand frère qu'il n'a jamais eu, et vice-versa.
Et surtout, Kendrick devient son plus grand supporter. Top Dog is the coach. J-Rock is my older brother. I was there when he wrote his name on his record deal. Wasn't my record deal, but still I couldn't believe it. It was simple math. If he made it, that mean I made it. Par la suite, un troisième artiste s'ajoute à l'équation. Il s'appelle Ab-Soul. Il impressionne Top Dog grâce à sa technique et Kendrick Lamar avouera même s'être inspiré de lui à ses débuts. Ab-Soul in the corner, mumbling raps, fumbling packs of black mouths, crumbling kush till he cracked a smile. His words legendary, wishing I could rhyme like him. Study this style to define my pen. Alors pour ma part, je découvre J-Rock en 2008 sur le site Worldstar Hip Hop grâce à Lil Wayne. C'était l'époque où je suivais absolument tous les feats que Lil Wayne faisait, parce que le fait qu'il fasse des feats avec tout le monde, ça marchait vraiment. Le public de Lil Wayne suivait et écoutait tous les morceaux. Et donc c'est tout naturellement que j'ai regardé le clip. Alors c'est typiquement le genre de morceau que j'aime, sample soul, morceau qui parle d'espoir, du fait de s'en sortir, ça parle du ghetto, donc de vraies souffrances, bref, il y a absolument toute la recette pour que j'apprécie le morceau. Et sur le refrain, j'aperçois un garçon qui est vachement mis en avant, et c'est pas anodin dans les clips, ça doit être quelqu'un de super important pour J-Rock, et regardez de qui je parle en fait. Voilà, donc c'est le jeune Kendrick Lamar. À l'époque, je pensais que c'était le chanteur du refrain. Mais après, j'ai su que celui qui chantait, en fait, c'était will.i.am. will.i.am. C'est un peu random, je sais, mais voilà, apparemment, ça aurait été lui. Et donc, Kendrick Lamar, c'était grave mis en avant quand même. Donc ça montre que c'était un peu le futur, quoi. Après sa signature, Kendrick sera ultra productif dans le label. Il sort 3 projets, dont un nommé C4, donc Carter 4, directement inspiré par son idole de l'époque qui venait tout juste de fitter avec son grand frère, j'ai nommé Lil Wayne. Dans le projet, donc Kenny s'approprie fortement le rappeur de la Nouvelle-Orléans et c'est clairement assumé. C'est un peu comme s'il venait de l'avaler façon boubou, tu vois ce que je veux dire? Il rappe sur des phases B tirées de Carter 3, il imite son flow et fait les mêmes changements de voix. D'ailleurs, à mon avis, c'est vraiment de Lil Wayne qu'il a appris ce truc-là. Aujourd'hui, lorsque tu écoutes sa musique, tu entends ces changements de voix-là. Et à mon avis, ça vient de cette époque-là. Il travaillait vraiment son style. Et grâce à des projets comme ça, il a pris des compétences. Alors ça, c'est vraiment un témoignage de l'influence de Lil Wayne. Et c'est fou lorsque l'on sait que 15 ans plus tard, ils se fâcheront pour le Super Bowl dans la ville de Lil Wayne. Vraiment, c'est dingue. Jusque-là, K-Dot est un étudiant du rap game, donc il se laisse influencer par ses pairs, il écoute ses idoles, il façonne son style. Non mais très l'embrouille de con, frère. Au lieu de le féliciter, de lui dire bah frérot bien joué et tout, genre c'est lui qui a dit là c'est le Super Bowl de Lil Wayne, non je veux prendre sa place, non c'est pas passé comme ça quoi. Ça jusqu'à un projet en particulier où tout change. À partir d'un moment, le rappeur prend une décision claire, raconter son histoire sans concession et sans la sublimer. Et donc finalement c'est quoi sa vie ? Eh ben c'est la vie d'un jeune garçon ordinaire du ghetto qui doit faire face à un environnement complexe et dangereux. Il doit à la fois s'épanouir afin de devenir un homme, tout en naviguant entre la drogue, les gangs, le crime. C'est le défi de Kendrick Lamar, mais en réalité c'est le défi de milliers, voire de millions de jeunes garçons dans le monde. Beaucoup de gens finalement peuvent se voir en Kendrick. Pour marquer le coup, il prend une décision de poids. Il ne veut plus utiliser de nom de scène, K-Dot, c'est terminé. Il revient au réel en utilisant son vrai nom, Kendrick Lamar. Now everybody serenade the new faith of Kendrick Lamar. Alors Kendrick Lamar correspond parfaitement aux rappeurs arrivés à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Donc c'est une période particulière pour le rap mainstream. C'était une période un petit peu creuse qui était devenue un petit peu électro, donc c'était pas une période géniale. Mais par contre, il y avait un fabuleux renouvellement sur Internet avec l'avènement des blogs, etc. Beaucoup de rap underground a commencé à exister ici et là. Et c'est la période après la victoire de Kanye West contre 50 Cent. Tu sais, cette période où ils avaient sorti un album le même jour pour voir qui allait gagner. Et finalement, c'est Kanye West qui avait gagné. Kanye West, c'était tout l'opposé du rappeur gangster de l'époque. Tout ce que 50 Cent était, Kanye West ne l'était pas. Et Kanye West, c'est quoi ? C'est un artiste qui utilise son vrai prénom, qui utilise une histoire relativement ordinaire, et c'est quelqu'un qui n'avait pas de mal à montrer ses faiblesses dans sa musique. 50 Cent, lui, appartient plus à une tradition de gangster rap. Et lorsque Kanye West a gagné cet affrontement-là, les maisons de disques ont vu ça comme un signal et se sont dit « Ok, il faut qu'on aille plus sur des artistes
qui sont proches du réel, qui font de la human music en quelque sorte. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes qui ont percé dans cette période-là utilisent leur vrai nom. Drake, bah, c'est le deuxième prénom de Aubrey Graham, ok. Wale, c'est son vrai prénom. Big Sean, en soi Sean c'est son vrai prénom. Jermaine Cole, J. Cole c'est son vrai prénom. Et Kendrick Lamar c'est aussi le cas. Je pourrais aussi ajouter Mac Miller, mais c'est pas exactement son prénom, mais ça rentre dans cette idée-là, on va dire. On n'est pas sur un blaze comme Snoop Dogg ou 50 Cent, tu vois, un personnage complètement créé pour la musique. Donc voilà, ça c'est la petite touche business, et c'est aussi l'occasion de vous dire que j'ai réouvert ma chaîne business. Là-bas on parle de business de création de contenu et de business de la musique. Abonne-toi là-bas, si tu veux un changement de nom, il sort un EP éponyme. Kendrick Lamar. Alors ce n'est pas vraiment un EP, il y a vraiment beaucoup de morceaux. Et sur la cover, on y découvre un Kendrick Lamar en toute simplicité, avec ses grandes oreilles décollées. Rap. Kendrick Lamar is the person, that's a whole nother, you know what I mean? That's me in general, my whole life. Kendrick Lamar is Compton, California, you know what I mean? That's what I represent. You know, I mean, my whole life, that's what I put in my music. It's about stories of young black males, individuals trying to their best to escape the influences of the city. So that's me, that's what I represent. Crips, power rules, the motherfucking cracked out moms, the motherfucking deadbeat daddies, all that shit is instilled in me, you know what I mean? So Kendrick Lamar is Compton. À titre personnel, c'est la première fois que j'écoute Kendrick Lamar et je prends ma gifle. Dans le morceau Wanna Be Heard, le rappeur casse tous les codes auxquels on pourrait s'attendre de la part d'un rappeur de Compton. Il ne parle ni de ses affiliations dans la rue et il se présente de manière très simple mais puissante. Écoute. Alors Kendrick Lamar propose 14 morceaux, donc tu vois on est loin de l'EP, et donc c'est des morceaux très ancrés dans le réel, des choses qu'il a vécues dans son quotidien, tu vois, et il rentre pas dans un délire casse-couille moralisateur, tu vois ce que je veux dire? Il propose juste ses réflexions, son point de vue en tant que garçon de Compton, tu vois. La mixtape a très bien été reçue par les fans et c'est vraiment à partir de là que la carrière du rappeur se lance sérieusement. L'année suivante, il enchaîne avec une autre mixtape, nommée Overly Dedicated. Une mixtape qui confirme la nouvelle trajectoire de l'artiste avec des morceaux comme Average Joe, donc un mec ordinaire en quelque sorte, ou encore Ignorance is a Bliss. Alors à partir de cette mixtape, la hype commence réellement à prendre autour de Kendrick Lamar. Tous les blogs de l'époque, un petit peu hype du genre Narite, Rap Radar, etc. en parlent. Ça devient la relève de la West Coast. Mais pour l'instant, vraiment que de la scène underground. Après le faux départ de J-Rock chez Warner, l'engouement autour de Kendrick Lamar est le deuxième momentum du label. Kendrick ne doit pas se manquer, mais heureusement, il est extrêmement bien entouré. Donc il a toujours J-Rock, qui est son grand frère, Ab-Soul, l'illuminé, ou encore Schoolboy Q, le vilain petit canard qui signe sur le label en 2009 par l'intermédiaire de Ali, l'ingénieur du son. Donc là, il s'agit des premiers rappeurs du label. Alors pour ce qui est de Schoolboy Q, il se met vraiment à rapper à partir du moment où il rejoint le label en fait. Il est SDF à ce moment-là, donc il dort dans le studio d'enregistrement, donc j'imagine pas l'odeur le matin là quand ils arrivaient pour enregistrer, putain. Et c'était vraiment une période de lutte où chacun courait après son rêve. Et Kendrick Lamar en parle dans ce morceau. He was homeless and I left home. Q said, "Dot, you won't be slept on. You the nigga to bet on." Et donc les quatre, J-Rock, Ab-Soul, Kendrick et Q, c'est vraiment les artistes de TDE. Et comme je l'ai dit plus tôt, c'est bien plus qu'un label, c'est une famille qui transcende le sang, le gang auquel tous les membres pouvaient appartenir. Et entre eux, ils avaient vraiment créé une nouvelle culture d'entreprise. D'ailleurs, je me rappelle que lorsque je traînais beaucoup sur Tumblr à l'époque, parce que j'ai commencé sur Tumblr, il y avait un post avec les règles du label. Et les voici. Et c'est donc de cette fratrie à Tumblr, il y avait un... If you know the homies don't come here, if you're not the homies, but you're with someone that not the homies don't come into you.
Attends, je vais pas tous les lire. Shadow, poste avec les règles du label. Et les voici. Drôle. Et c'est donc de cette fraternité-là que naîtra le groupe Black Hippie. Petite parenthèse, Black Hippie, c'est mon groupe préféré, les gars. D'accord? Donc là, je vous ai mis un extrait. J'ai pris le temps de réécouter le morceau. Ça me ramène à des souvenirs incroyables. Et Attends. tous les fans de TDI. Sérieusement? Je suis choqué là. Attends, là je suis sur Spotify. Merde, ouah, j'allais faire tomber. Mais il faisait partie de ce groupe. Dingue. TDI, d'accord? Parce que là, je suis en TDI Chris. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette époque. C'était pas incroyable? Non, vraiment, c'était pas incroyable. Mais malheureusement, le collectif ne sortira pas d'album. D'ailleurs, Kendrick Lamar donnera les raisons dans JNX. My memory knowing Black Hippie didn't work cause of me. Creatively, I moved on with new concepts in reach. Ah, j'avoue, j'ai toujours eu le seum qu'il n'ait pas sorti son album avec Black Hippie. Tu vois, c'est pour ça que je suis devenu OVO. Alors qu'il était en pleine tournée pour J-Rock, pour qui il était backer, lui et Ali sont allés manger quelque part dans un fast-food. Et pendant qu'ils mangeaient, ils ont reçu un coup de fil. Donc ça sonne... Il répond, tout ça. Il y a un mec au téléphone. Et le gars lui dit « Hey, Dr. Dre adore ce que tu fais, tout ça. Non, franchement, il kiffe, hein. » Et là, Kendrick Lamar dit « Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est qui, ça ?» Il rigole et il raccroche. Histoire vraie. Plus tard, ils recevront... Fun fact. Rien à voir. Hein. Mais il a toujours pas raconté la suite de ce qui s'est passé. Genre en mode quand son daron a vu... Oh, putain. Mais qu'il a braqué au KFC. J'ai oublié son blaze. Et du coup, j'aurais bien plusieurs aimé autres savoir. coups de fil similaires et ils se rendront compte que c'est pas du fake. Et là, ils pètent leur tête. D'ailleurs, Dre avait dit dans une interview qu'il était vraiment fan d'un jeune artiste de Compton qui s'appelle Kendrick Lamar. Pareil, il s'est réveillé un matin et il a reçu v'là les messages de tout son entourage. Donc ouais, Dr. Dre était vraiment intéressé par le rappeur de Compton. Wesh, folie. 15 ans après l'avoir rencontré à côté de chez lui, alors qu'il était encore qu'un gamin, il le revoit cette fois-ci. Mais cette fois-ci, cette fois, voilà. The first time was the moment I knew I've arrived because I'm not only meeting you, it's just not an introduction. He plays a beat and say right to it. I want to see. I want to see, is this really you? Et c'est ainsi que Kendrick Lamar signe chez Aftermath Entertainment. Oh, le tracteur, il a dit, allez, écris. Dans son premier album studio en juillet 2011 nommé Section 80. Avec l'expérience de TDI, le talent de Kendrick et le savoir-faire de Aftermath, Section 80 connaît un gros succès d'estime et un petit succès, plus qu'honorable, avec 5000 copies la première semaine. Le projet s'est placé à la 113e place au Billboard. Et il a gagné presque le double la semaine suivante. Donc c'est vraiment pas mal. Et par 2014, merde. Il avait écrit un truc. Il a gagné presque. Etchi s'est vendu à 130 000 exemplaires aux États-Unis en avril 2017. Il a été certifié disque d'or par que le double la semaine suivante. Donc c'est vraiment pas mal. Et parmi les morceaux qui feront le plus de bruit dans le projet, il y aura High Power, produit par J. Cole. Alors ce que tu veux savoir, c'est comment les deux rappeurs se sont connus. Eh bien, ils ont fait connaissance lors du shooting des XXL Freshmen de 2010, dans lequel J-Rock et Cole faisaient partie. D'ailleurs, Kendrick tentera de prendre la place de Cole, parce que ce dernier est en retard. Sûrement que le Boog était venu en vélo au lieu de prendre une voiture comme tout le monde, bref, je sais pas. De là, ils développent une amitié, ils font plusieurs sessions de studio ensemble, et il en découle le morceau High Power. Visions of Martin Luther staring at me. Malcolm X put a hex on my future, someone catch me. High power. The three eyes represents heart, honor, respect. That's how we carry ourselves in the streets and just in the world, period. It basically, the simplest form, it represents just being above all the madness, above all the bullshit. No matter what the world is going through, you always going to keep yourself dignity. D'ailleurs, J. Cole sera l'une des personnes qui fera découvrir à Dr. Dre Kendrick Lamar. Et ouais, c'est l'un des premiers à lui en avoir parlé. J. Cole, did you tell Dr. Dre about Kendrick? Who told you that?
The answer is yes, I did. Section 80 propulse la carrière de Kendrick Lamar. Il se positionne comme étant le leader de la nouvelle génération, de l'underground on disait à l'époque. Sa musique plaît à beaucoup de ses comparses et parmi eux un certain Canadien nommé Drizzy Drake. Il devient fan de sa musique. Le premier morceau sur lequel Drake tombera, ce sera Ignorance is a Bliss. Et de là, il s'intéresse au rappeur de TDE, il rentre en contact avec lui, et c'est ainsi qu'il commence à créer une relation amicale. Et c'est à l'occasion d'un concert de Kendrick à Toronto que les deux prendront le temps de faire connaissance. You know, I sat down with Drake in Toronto a while back when I did my first show out there. He called me up, man, we had a few drinks, and you know, he always said he was you know, appreciative of my music. You know, I've always been a fan of his music. Et c'est de cette rencontre que naîtra l'excellent morceau Buried Alive, extrait de l'excellent Take Care, et ce dernier emmènera ensuite la pépite de TDE en tournée avec lui pour faire sa première partie aux côtés d'A$AP Rocky. Looking in the mirror, I'm embarrassed. I'm feeling like a suicidal terrorist. J'avais l'enculé avec sa chemise à carreaux. La hype autour de Kendrick Lamar n'avait jamais été aussi élevée. Dis-toi que le mec est co-sign par Dr. Dre et il est aussi co-sign par les meilleurs rappeurs du game à ce moment-là. Pour dire à quel point il est sûr. Son prochain album, ça va être une dinguerie. Tout le monde l'attend avec impatience. Et en termes de relève pour la West Coast, c'était vraiment l'artiste idéal pour ça. Il vient de Compton et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un rappeur comme ça depuis The Game. Toute la côte était heureux et fier de Kendrick Lamar. Enfin un artiste digne de ce nom pour reprendre le flambeau de la côte. Quelques larmes de joie couleront ce jour-là. All my life I want money and power, respect my mind or die from less shout. Avec tout le soutien de la côte derrière lui, Kendrick Lamar est prêt à sortir son très attendu album Good Kid, Mad City. Mais une semaine avant qu'il sorte, il fuite. Un désastre pour l'artiste qui va potentiellement voir ses ventes chuter. Malgré cette mauvaise nouvelle, le rappeur reste confiant. Et voici d'ailleurs ce qu'il dit dans le morceau prévisionnel qui annonce la sortie de l'album, The Earth Part 3. Probablement l'un de mes morceaux favoris du rappeur. Désolé. Ce dernier aura raison puisque cet album... Ce dernier aura raison puisque cet album sera un énorme succès sur tous les plans. La critique l'acclame, il est même couronné nouveau roi du rap par The Source et commercialement l'album aura un succès monumental. Plus de 242 000 copies la première semaine, ce qui en fait la plus grosse première semaine pour un rappeur en 2012. Alors pour ma part, je n'avais jamais vu un album rap aussi célébré et je crois que jusqu'à ce jour, j'ai jamais vu quelque chose de similaire. Certains diront que Good Kid, Mad City est un album générationnel qui leur a marqué ma génération et même plusieurs autres générations qui l'ont écouté. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il est classé dans les top 100 des meilleurs albums rap de tous les temps de plusieurs magazines. Alors, qu'est-ce qui rend Good Kid, Mad City aussi spécial ? Eh bien, l'album est qui rend construit spécial, comme un Chris, dis-nous. court-métrage autour d'une journée du jeune Kendrick Lamar à Compton. Le temps d'une journée, on accompagne Kendrick Lamar qui doit faire face à la violence, aux crimes, aux tentations diverses et variées, mais aussi à l'amour, la fraternité et la spiritualité. Voici quelques morceaux qui reflètent les idées que j'ai évoquées plus tôt. La spiritualité. Crime, mon morceau favori d'ailleurs. L'arrogance. L'amour. D'ailleurs, ce morceau sera le dernier de leur collaboration. Après ça, leur relation ne va faire que de se dégrader. Drake, Big Sean, Jay Electron, Tyler McMillan, I got love for you. But I'm trying to murder you niggas. L'année suivante, il est invité sur le morceau Control de Big Sean, dans lequel il dit qu'il a envie d'éteindre toute sa génération. Comme ça, c'est réglé. Parmi eux,
il y a Drizzy Drake qui est au top de celle-ci. Alors je t'arrête tout de suite, ici je ne vais pas revenir sur la débâcle entre le rappeur de Toronto et celui de Compton. J'ai déjà fait 2 grosses vidéos sur le sujet où je reviens sur les raisons pour lesquelles les deux ont commencé à se fighter. Et la deuxième vidéo, j'ai fait une analyse complète de tous les morceaux du clash en disant qui a gagné selon moi. Donc je te laisse aller les voir, ça te fera énormément de contenu à voir ou à revoir. C'est très bien qui a gagné. Ici dans cette vidéo, on n'en parlera quasiment pas. Alors il est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur le fait que Kendrick Lamar ait attaqué plein de rappeurs dans ce couplet sur Contrôle, mais il y a autre chose qu'il a dit dans ce couplet qui est super intéressant et qui surtout va avoir une conséquence sur tout le reste de sa carrière. Alors il est vrai que dans ce couplet il a attaqué toute sa génération, mais il n'a pas fait que ça. Il a également annoncé quelque chose qui a eu un impact sur la suite de sa carrière. Il a annoncé un retour aux fondations, aux bases. En effet, lorsque la carrière du rappeur a décollé, il a voulu coller aux trends, aux tendances des rappeurs actuels, que ce soit un petit peu musical, mais aussi esthétique, en termes de look. Il s'habillait vraiment en marque de créateur afin de plaire aux fans de l'époque. Mais à partir de ce morceau, c'est terminé, il revient au basique, il marque une rupture nette entre lui et le reste du rap game. Et cette scission, on la verra nettement sur son 3e album, To Pimp a Butterfly. Bien qu'il nous ait prévenu sur le morceau Contrôle, Kendrick Lamar nous prendra quand même à contresens, parce qu'il va nous sortir un album clairement hors du temps. Comme je l'ai dit, le retour ne sera clairement pas que esthétique, il sera aussi musical. Alors, comment je décrirais l'album To Pimp a Butterfly ? Eh bien, c'est une célébration de la culture afro-américaine. On y retrouve du jazz, du funk, de la soul, du gospel. Contrairement à Good Kid, Mad City, qui racontait de façon linéaire la journée d'un jeune homme de Compton, To Pimp a Butterfly adopte une structure beaucoup plus abstraite, où il se débat avec ses pensées et ses contradictions, et c'est justement très nul pour intéressant avec Kendrick Lamar, les noms tout court, c'est qu'il n'hésite pas à mettre en lumière ses faiblesses et ses contradictions. Il le fera jusqu'à ce jour. En fait, à partir de maintenant, le rappeur est officiellement une superstar. Donc son rapport avec son label, ses amis, sa famille a complètement changé. Et dans cet album-là, il nous parle de tous ces changements, en bien comme en mal. Il doit se réajuster, certains lui reprochent d'avoir changé. Par exemple, dans mon morceau favori, You, il se glisse dans le rôle d'un ami d'enfance qui lui en veut à mort, alcoolisé, qui lui parle en lui crachant ses 4 vérités à la gueule. Tu vois ce que je veux dire ? Il lui reproche d'avoir disparu après le succès, de plus appeler, de plus venir, plus rien. Il y a notamment ce moment où il blâme Kendrick Lamar de ne pas être venu à l'hôpital après que l'un de leurs amis d'enfance se soit fait tirer dessus. Ce dernier succombera d'ailleurs de ses blessures, et c'est une histoire vraie en plus. Il s'appelle Chad Keaton, et Kendrick Lamar le considérait comme étant son petit frère. En fait, il avait promis à son grand frère, incarcéré, qu'il veillerait sur son petit frère. Mais malheureusement, il a été victime d'un drive-by, il s'est retrouvé à l'hôpital. Kendrick Lamar, lui, était en tournée, et la seule chose qu'il ait pu faire, c'est l'appeler en FaceTime. Donc en quelque sorte, il a échoué. Un moment très dur. Alors très honnêtement, c'est l'un des morceaux les plus tristes que j'ai écouté. Je me rappelle, j'étais à New York à ce moment-là. Je marchais T'es vraiment vieux, Chris. C'était la nuit, j'écoutais le morceau. Tu sais, avec le côté jazz à New York, c'est vraiment un mood en fait. Selon l'endroit où tu te trouves dans le monde, quand tu écoutes une musique, tu vois, ça a un goût différent, tu vois. Et c'était super triste. Et vraiment, ce morceau m'attriste, vraiment. Je crois que c'est l'un des morceaux d'ailleurs qui m'attriste le plus. Mais aussi c'est mon favori je crois du projet. Après il y a pas mal de morceaux très chauds dans ce projet. Je crois que c'est mon projet favori de Kendrick. Mais bref, Dieu merci, il y a des morceaux aussi joyeux dans ce projet, notamment le morceau High où il célèbre l'amour de soi-même, c'est comme ça que je le décris. Ou encore King Kunta, un morceau de célébration mais un peu plus gang, tu vois, un truc qui me ressemble un peu plus finalement. Il fait référence cette fois-ci à Kunta Kinte, le célèbre esclave, mais il en fait un roi ici. Et il clame Black man taking no loss, oh yeah. J'en ai des frissons. Black man taking no loss, oui et non. Parce qu'il y a le morceau Westless Theory où il explique lui-même que lorsque le IRS, donc le système de taxes, d'impôts,
américain te tombe dessus, tu peux vraiment te retrouver sur la paille. Ça a été Tu le peux te cas retrouver à notamment terre, de quoi. Wesley Snipes dans les années 90, où il devait énormément d'argent à l'État américain, et crois-moi, ça a fait très mal. Alors oui, Black Men Take It No Loss, mais lorsqu'il a payé ses taxes, parce que après l'État américain, il rigole pas, frérot. Ah ouais, il y a aussi ce morceau là, vraiment très très lourd. Putain, à l'époque, il m'avait vraiment giflé cet album. C'est un morceau où il revendique son identité noire sans concession, tout en mettant en lumière l'hypocrisie de la communauté noire en ce qui concerne les gangs, mais tout en reprochant les bavures policières. Donc en fait, dans ce morceau, il montre à quel point le monde est nuancé. C'est très complexe. Tu vois, donc c'est vraiment une dinguerie ce morceau. C'est probablement l'un des morceaux les plus couillus qu'il ait pu sortir à mon avis. D'ailleurs, il a électrifié comme il dit, hein, et c'est un morceau à l'époque qui lui a valu quelques mauvais papiers, quelques réactions un petit peu négatives de certaines personnes, mais c'est un morceau qui était nécessaire à mon avis. C'est probablement l'un des meilleurs morceaux qu'il ait sorti de sa carrière selon moi. Peut-être que certains ont déjà capté de quel morceau je veux parler, c'est The Blacker the Berry. J'avais pas vu. My bad. Parce que Alright, il parle aussi de... Bah après, il parle plus des bavures. My bad. Et il finit comme ça. Alors pourquoi j'ai pleuré quand Lansing est un adolescent afro-américain de 17 ans tué en 2012 en Floride par George Azimuth, un agent de sécurité volontaire, un événement qui a déclenché un large mouvement contre les violences policières et le racisme systématique aux États-Unis. Et bien sûr, comment ne pas citer ce morceau quand on parle de cet album. Ok, j'ai cru, il parlait de ce. D'ailleurs, Alright lui a valu quelques remous de la part de quelques commentateurs politiques. Lamar stated his views on police brutality with that line in the song, quote, and we hate the popo, want to kill us in the street, faux show. KG. Ah, please. Ugh, I don't like it. Un dernier élément à noter, entre chaque morceau de l'album, Kendrick Lamar a l'air de s'adresser à quelqu'un. On n'entend pas de réponse, d'accord, mais il parle à quelqu'un. On ignore son identité, mais cette personne semble importante aux yeux du... Il a dit au Super Bowl en plus. Il parle de l'influence qu'il avait et comment il essaye d'utiliser la sienne de la bonne manière. Et lorsqu'on arrive à la fin de l'album, il se trouve que c'était Tupac. Et donc ils ont retrouvé des archives d'interviews de Tupac et ils s'en sont servis pour créer à la fin de l'album une discussion entre lui et Machiavelli. En fait, avec cet album, Kendrick Lamar est complètement sorti de la course au hit. Il a préféré faire un album où il questionne nos décisions, nos contradictions, il nous challenge énormément, tout en célébrant ce que la communauté noire a produit, la Black Exploitation, le jazz, etc., etc. Alors certes, il s'adresse beaucoup à la communauté noire, mais ce projet est vraiment universel en fait. Lorsque tu écoutes le projet, à mon avis, tu peux vraiment te retrouver dans les propos de Kendrick, étant donné que c'est des choses que tout le monde peut vivre. Tu vois, le fait de réussir et de se détacher de noir, mais tu peux aussi avoir ce proche, problème. c'est pas taxes, la mort d'un proche, toutes ces choses-là, quoi. Donc finalement, tous ces sujets-là sont très universels. I pull up, hop out, air out, made it look sexy. I'm on a roll, yelling 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. I am the greatest rapper alive. Le 24 mars 2017, Kendrick Lamar sort The Airport 4. Il n'y a pas plus clair comme signe, l'arrivée de l'album est imminent. Quelques jours plus tard, il sort cette dinguerie. Sit down. Be humble. Sit down. Rebaptisé Kung Fu Kenny, le rappeur balance ce banger sur YouTube qui affole toute la toile et bat des records de vues avec plus de 5 millions de vues en même pas 24 heures. Aujourd'hui, le clip a été visionné plus d'1 milliard de fois sur la plateforme. Alors l'album n'était pas sorti, que c'était déjà un succès total. Et environ 15 jours plus tard, il sort le grand plat, donc Dame, l'album en lui-même, le 4e album studio. Un carton monumental. Il s'écoule c'est tellement un carton, frérot, que je le jure, chaque pas expert mais fan de musique rap et tout, américain, dès que ça parle de rap US, je veux dire, ils sont la pochette c'est eux. Je suis désolé, ils ont la pochette c'est eux, obligatoirement. De 600 000 copies la première semaine, plus exactement 603 000 copies. C'est énorme. Et pour comparaison, la même année, Drake sort More Life, qui s'écoule
à 500 000 copies la première semaine. Alors si Kendrick Lamar a fait mieux que Drake cette année-là, ça veut dire qu'aucun rappeur a fait mieux que Kendrick Lamar cette année-là, ok? C'est une dinguerie. Et on peut dire que 2017, on était vraiment une année charnière finalement, hein. C'est le moment où Kendrick aurait pu réellement surpasser Drake en termes de vente. T'inquiète, OVO Chris n'est pas dans cette vidéo. Là, c'est TD et Chris. Je vois les gens déjà me regarder et se dire quand est-ce qu'il va péter un câble. Je ne vais pas péter un câble sur cette vidéo, vous inquiétez pas. Alors selon moi, Dame est un savant mélange entre le côté accessible de Good Kid, Mad City, tout en ayant la profondeur de To Pimp a Butterfly. Il propose des bangers tels que DNA ou Humble. Tu vois, c'est des morceaux parfaits pour faire des pogos. Ça parlait au petit peu de l'époque, tu vois ce que je veux dire? Et en même temps, il continue son introspection et explore ses peurs à 7, 17 et 27 ans avec le morceau Fear. Et littéralement, c'est comme ça qu'il a construit le morceau, donc sa peur à 7 ans, à 17 et à 27. Et bien sûr, il y a d'énormes hits, notamment Loyalty avec Rihanna, parfait pour la radio. Oula. Alors. Et d'ailleurs, il dit de l'album que sa structure part d'une dualité fascinante. Il peut être à la fois écouté dans l'ordre classique ou en sens inverse. Joué à l'envers, l'album raconte une histoire différente où la chute semble précéder l'ascension. Cette construction rappelle le cycle du karma et les tensions entre le destin et le libre arbitre. Thèmes centraux du projet. Voilà, c'est le côté un peu poétique, c'est ce qui a été dit sur ce projet. Pour moi, Dame, c'est l'équilibre parfait entre l'album à la fois créatif, réfléchi, tout en étant accessible. Son impact a été tel qu'il a gagné le prix Pulitzer, une distinction rare pour un album rap. Alors, pour donner un ordre d'idée, les années précédentes, ce prix a été remis à des artistes de musique classique et de jazz, donc vraiment, c'est une exception là. C'est ce qu'on appelle vraiment l'excellence pour de vrai. Et si c'était pas ça, un vrai titre, quoi. Oh là là. Après 5 ans d'absence, K-Dot fait un retour fracassant dans le morceau Family Ties de son petit cousin Baby Kim en disant qu'il fume ton top 5. Il a beau faire des introspections, apaiser son cœur, au final K-Dot reste le même, il veut toujours écraser tous les MC qui se trouvent sur son chemin. Il dit lui-même qu'il tient ça de Michael Jackson. Pas Michael Jackson, je veux dire Michael Jordan. Il était fan de Michael Jordan. Et cette déclaration, elle ne va pas plaire à tout le monde. What top 5 you smoking on, Kendrick? Ah mais lui. Cause my top 5 is Drake. Oh, le Alors, son retour est synonyme de beaucoup de changements. Notamment c'est une folie. Sa séparation avec Diddy. Tu te rends compte? Ils ont partagé tellement ensemble entre 2005 à peu près et 2022. C'est une dinguerie. En effet, après plus de 10 ans au sein du label, j'irais même 15 ans, le rappeur ne fait plus partie du roster. C'est officiel. Après 5 ans de débâcle interne, le rappeur quitte le navire TD. Alors, il y a une période où ils n'ont pas parlé, donc ça devait être une période où, voilà, comme toute famille, il y a des fois des embrouilles, mais finalement, ils sont en bon terme. Et moi, je suis content de savoir ça. Il lance sa propre structure, PG Lang, qui n'est ni un label, une société d'édition, ni une société de production de films ou de publicité. C'est quelque chose de nouveau, qui est un petit peu à l'intersection de tout ça. Ouais, je sais pas trop comment l'expliquer, je vous avoue. J'espère pouvoir vous en dire plus dans l'avenir. Mais c'est ça, quoi. C'est toutes ces choses à la fois. Alors, j'avais vraiment rien compris de ce que c'est réellement, mais la vidéo de présentation du label est vraiment stylée. Regarde. Alors certes, on sait pas ce que c'est, mais ils ont déjà gagné plusieurs prix. Hein. Apparemment, ils ont déjà 6 Cannes Lions, dont le prix de l'agence indépendante de l'année. Après avoir bien rigolé avec son petit cousin Baby Kim, Kendrick Lamar annonce son grand retour et comme d'habitude, il ne fait pas les choses à moitié. Et il revient en fait avec toujours le même défi, remettre en question la I come from a generation of pain will murder his minor. Rebellious and more. Et il revient en fait avec toujours le même défi, remettre en question la culture dans laquelle on baigne en fait. Il raconte, dénonce et expose les choses pour les mettre en perspective et pour choquer la dite culture. Le but c'est de nous faire réfléchir encore une fois. Alors dans le clip, il change de visage et devient tour à tour O.J. Simpson, Kanye West, Jussie Smollett, Will Smith.
Ça va le vieilli. Puis l'ambiance du morceau devient de plus en plus émotive, et c'est là qu'il devient Kobe Bryant, et enfin Nipsey Hussle. Et donc c'est en étant dans le point de vue du rappeur défunt qu'il dit des choses hyper touchantes. Alors il parle à son frère, à sa famille globalement, à ses amis, mais aussi à son assassin à qui il délivre un message qui personnellement m'a mis les larmes aux yeux. And Sam, I'll be watching over you. Make sure my kids watch all my interviews. L'un des couplets les plus touchants que j'ai entendu. Vous avez remarqué, hein, c'est son Kendrick frère qui l'a me touche tué beaucoup, musicalement parlant, il est très sensible. Voilà. Quelques jours plus tard, il sort son 5e album studio, Mr. Morals and Big Steppers. Après une telle attente et The Earthport 5, je m'attendais à un opus très dénonciateur de la... Ça, on s'en bat les couilles de ton avis, Chris. Non mais... Prends pas mal, hein. On s'en bat les couilles. La société, où il revient sur tout ce qui s'est passé les dernières années où il était absent, mais c'est pas du tout ce qu'on a eu. On a eu un album encore plus Moi je veux que tu donnes la vie. Introspectif que les non, autres. Parce que là, je sais qu'il va partir en couille. Non, je sais qu'il va partir en couille. Explore la thérapie, les traumatismes générationnels. Non, parce que là, il peut dire ça, tout ça là. Là, je peux. En fait, si là il dit ça et tout, je peux m'excuser, tu vois. Mais là, je sais qu'il va dire puis la merde. Genre en mode, c'est parce que j'attendais autre chose. La masculinité, la quête de rédemption. L'album est divisé en 2 parties, 9 morceaux chacun. Une partie, donc la partie The Big Steppers, met en avant les masques que Kendrick Lamar porte, sa célébrité, sa dépendance, son ego. Bien évidemment, il y a des choses à dire pour cet album. Là, je peux dire des choses. Il y a beaucoup de sons qui sont masterclass, mais d'autres sons qui sont vraiment... que je mets en fond, tu vois, qui sont écoutables, tu vois, mais que je les mets pas dans ma playlist, mais plus de la moitié sont dans la playlist, tu vois ce que je veux dire ou pas. Du coup, c'est un grand succès pour moi. Ses relations toxiques. Et il y a Mr. Moral, où il se concentre sur l'introspection, sa thérapie et son chemin vers le pardon et l'acceptation de soi. Alors un album, c'est 9 morceaux, c'est un double album, et là où il a été malin, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai analysé, c'est que c'est un album où il est encore chez TDE, mais aussi chez PG Lang. Et comme un album, ça compte pour 9 morceaux, c'est comme s'il avait sorti 2 albums en même temps, donc il a donné son dernier album à TDE et un album à PG Lang. Donc voilà ce que je vois, c'est mon analyse. Dites-moi si j'ai raison ou pas, les fans de Kendrick. Alors le morceau que j'ai vraiment le plus préféré de l'album, c'est Father Time. Il y a tellement de sons qui sont trop bien, frère. C'est trop introspectif l'album et tout, c'est trop bien, c'est trop bien rapide. En plus j'ai retweet ce son il y a quelques jours. Là, vraiment, on ne doit pas montrer ça. His mama died, I asked him why. He going back to work so soon. First reply, son, that's live. Bills got no symbols, boo. Alors, ce que j'ai ressenti avec ce morceau, c'était beaucoup d'émotions parce que ça reflète beaucoup mon existence en tant que jeune homme noir, comment j'ai été éduqué, etc. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis pas quelqu'un qui réussit facilement à montrer lorsque j'ai des galères sur Internet. Je suis quelqu'un de très discret finalement. C'est justement dû à mon éducation, dû à toutes ces choses-là. Et aussi, j'ai vécu des choses très dures ces dernières années et vous l'avez pas su. Et justement parce que j'ai été éduqué comme ça. Et dans le morceau Father Time, il explique très bien tout ça. Et je trouve ça très fort. Enfin bref, parmi les autres morceaux, il y a aussi celui-ci. Plus de la majorité. Take off your idols, take off the runway, take off the Cairo, take off the Sandro Pay, 5 days stay, take a quarter meal, hella follow. Parmi les autres morceaux vraiment excellents, il y a ceux-là. Les gars, le son, il est trop bien. Je sais pas comment vous expliquer, mais il est trop bien. Le son est juste trop bien. En plus, c'est compréhensible. Genre, c'est pas un niveau d'anglais trop. Comment on n'a pas parlé de ce son? En fait, non, mais il y a trop de choses. Déjà, We Cry Together. Ça, les gars, je suis désolé, mais le niveau d'anglais, il faut pas être. Tu comprends pas tout, hein. Mais genre, tu comprends la base du son, tu comprends. Déjà de 1. Rich Spirit, c'est un peu plus compliqué, mais le refrain, tu comprends. Et juste la mélodie, le son, il t'envoie. Arrête de jouer avec moi avant que je te transforme en chanson. Putain, le Nabo, il savait quand même ce qu'il disait. Hein. Je sais toujours pas, c'est le pas. Qui disait. Parfois, tu dois sortir de ta tanière. Ok. Pop out. Ah, pop out, ok.
Ouais, je suis Hater, I hate the way that you walk, the way that you talk, I hate the way that you dress. But who am I if I don't go to war? You lied about your ghost riders, you lied about your crew members. Trying to strike a chord, and it's probably A minor. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le clash avec le détail, donc je te laisse aller regarder tout ça. Mais globalement, le public, les observateurs ont désigné Kendrick Lamar gagnant de ce clash contre Drake. Par contre, je vais le dire en tant que pur fan de Drake et de Kendrick Lamar, ça a été probablement l'un des meilleurs moments que j'ai pu vivre dans le rap ces dernières années. Parce qu'il y a un niveau en termes de musicalité, en termes d'écriture, en termes de rapidité de production, en termes d'émotion, que j'ai rarement ressenti. Donc vraiment pour ça, je tiens à les remercier. À part le dernier voilà, là je parle aux fans de rap. Hein. Si t'es fan de rap, l'écriture de ces deux artistes, la gymnastique d'esprit, la musicalité, la stratégie, vraiment, on a été servi. Voilà, moi je suis un fan avant tout, donc j'ai kiffé ma race. En réalité, à mon âge, on n'est pas... Bref, vous m'avez compris, on n'est pas si partisan que ça. Il y a beaucoup de shows, ok? On est sur Internet. Pour continuer dans la lancée de sa victoire, il organise The Pop-Out Show, Ken and Friends. Comme son nom l'indique, c'est un grand concert avec tous les amis et proches de Kendrick Lamar où il célèbre en quelque sorte sa victoire et en profite pour réunir un maximum de gangs sur scène afin d'encourager la paix à Los Angeles. And for all of us to be on the stage together, unity from each side of motherfucking LA, Crips, Bloods, Power Rules, this shit is special, man. Alors Not Like Us, le dernier morceau que Kendrick Lamar sortira dans ce clash, est un véritable banger. Il tourne absolument partout. C'est un morceau qui bat des records, surtout pour une diss track, c'est du jamais vu. Alors une victoire de Kendrick Lamar clairement pouvait être envisageable. Mais alors qu'un morceau devienne comme ça, un smash, un morceau d'une diss track, par contre, je dois dire que tout le monde a été choqué. Personne n'était prêt à ça. C'est quand même le plus gros morceau de toute sa carrière. Et c'est en plein prime que Kendrick Lamar sort l'album JNX en novembre 2024. Alors pourquoi JNX? Il a teasé un son, frère. Il a jamais sorti ce chien. C'est la première question qui m'est venue à l'esprit. Je sais pas du tout ce que c'est. Et en fait, j'ai fait mes recherches et c'est intéressant. Eh bien, en 1987, date de naissance de notre cher Kendrick Lamar, comme tu le sais, une opposition emblématique a eu lieu entre la Buick GNX, une muscle car américaine sous-estimée, et la Ferrari, la supercar européenne de prestige. Malgré son apparence de berline classique, elle pouvait rivaliser avec certaines Ferrari de l'époque. Lors de tests et de courses surprises, la GNX a choqué le monde automobile en battant plusieurs Ferrari en accélération. En mettant la GNX en couverture, Kendrick Lamar se positionne comme étant le conducteur de la Built GNX et Drake de la Ferrari qui a perdu. La DA est épurée, simple et efficace. On sent qu'il n'a pas eu tellement de temps pour travailler une DA aussi poussée que les albums précédents, ça c'est selon moi, mais ça reste quelque chose de très efficace. Je pense qu'il voulait surtout faire un retour aux sources aussi, ce qu'il a dit. En vrai, c'est assez bizarre, mais ça me donne un petit peu l'impression que c'est une mixtape. Je sais pas pour vous, mais... Enfin oui, bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors parmi les morceaux que l'on retient de l'album, il y a celui-ci. Ou encore celui-là. Mais moi, à titre personnel, j'adore le morceau Reincarnated. Il reprend l'instru et le flow de Tupac dans Made Ninjas, un très bon morceau de Tupac à l'ancienne. Et donc dans ce morceau-là, il réécrit l'histoire de Dieu et de Lucifer. Alors, gros, quand Dieu parle, alors, je m'explique. Tout d'abord, il faut qu'on parle quand même de l'histoire de Lucifer dans les écrits de la Bible. Lucifer est un ange d'une grande beauté et puissance qui a été déchu après qu'il ait tenté de prendre la place de Dieu. Lui et tous les anges qui l'ont suivi ont été précipités sur terre et c'est là qu'il est devenu Satan. Détail important, au paradis, Lucifer était une figure majestueuse et capable de mener la musique céleste. Et lorsqu'il a été donc déchu et qu'il est arrivé sur terre, eh bien ses instruments de musique sont tombés avec lui. Et c'est notamment grâce à la musique qu'il maîtrise que Satan va détourner l'humain des voies de Dieu. Donc c'est ce qui est dit dans la Bible. Alors je suis pas sûr, mais je crois que dans le Coran, c'est à peu près la même histoire. C'est d'ailleurs pour ça que dans ces religions-là, la musique est proscrite. Musique qui est autorisée ou pas la... Oui, pas la musique mondaine. Et justement, dans ce morceau, Kendrick Lamar incarne le rôle de cet ange déchu qui est précipité sur Terre, réincarné en humain,
pour tenter de corriger ses péchés, tenter de retrouver le pardon de son créateur et potentiellement être élevé à nouveau. Mais il a du mal à remplir sa mission et se réincarne à chaque fois en artiste talentueux de l'époque. Il manipule les masses grâce à la musique et s'engouffre dans des vices que la célébrité peut procurer. Donc il est à chaque fois dans l'ego, dans le vice, dans la destruction. En fait, chaque couplet, c'est une réincarnation. Et lorsque tu t'y intéresses un peu, c'est comme s'il reprenait en fait à chaque fois des artistes emblématiques noirs. Le premier, il s'agirait de John Lee Cooper, le célèbre guitariste R&B qui s'est fait connaître dans les années 40. Dans le second, il s'agirait de Billie Holiday. Et dans le troisième couplet, c'est Kendrick Lamar lui-même. Et lorsqu'il devient lui-même, il s'adresse à son Seigneur en disant « J'ai compris la leçon, j'ai fait le bien sur terre, j'ai mis tous les gangs de LA sur la même scène, j'essaie d'apporter la paix. » Et là, son Seigneur lui répond « Non, mais tu aimes la guerre. » Et il le met en face, encore une fois, de tous ses péchés. C'est vraiment incroyable ce morceau, il te fout des frissons. Bref, je pourrais vous en parler encore longtemps de ce morceau, ça vaut un son, une histoire, un format que je faisais avant, mais je vous laisse aller écouter le morceau réellement et vous faire votre propre avis. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ou en DM ce que vous en avez pensé. Désolé d'ailleurs les amis, j'ai beaucoup de mal à répondre à tous les DM et à tous les messages, mais je me bats pour essayer de faire au mieux. Ensuite vient l'annonce du Super Bowl. Ah, la fameuse annonce du Super Bowl. What the deal, everybody? My name Kendrick Lamar, and I'll be performing at Super Bowl 59. Ok. Will you be pulling up? J'étais trop avec sa grand-mère, la vidéo quand elle est sortie, ça grand-mère. Je m'en bats les couilles du Super Bowl, hein, mais c'est juste que Kendrick se fasse le... Et donc cette fameuse performance du Super Bowl, une prestation à l'image de Kendrick Lamar avec des messages forts qu'il transmet tout au long du show. Loin de ce à quoi on aurait pu s'attendre, comme j'ai déjà dit ailleurs. Et mais comme d'habitude, il essaie de... Comme d'habitude, comme il l'a dit depuis le début de la vidéo, il a pas fait un truc extraordinaire et tout, il a fait comme c'est lui, genre en mode pour essayer de prendre tout le monde à contre-pied, comme d'habitude, et pour que tout le monde se pose des questions. Un Super Bowl où tu joues tes plus gros hits, Kendrick Lamar, là, a préféré jouer comme tout certains morceaux comme d'habitude, pour délivrer un message. Donc Kendrick Lamar a choisi de faire passer un message clair. On va pas rentrer ici dans le détail de ce message, mais vous avez pu voir Samuel L. Jackson en invité dans le rôle de l'oncle Sam, qui symbole l'Amérique qui attend de l'homme noir, qu'il soit lisse, qu'il ne fasse pas de vagues, et qu'il serve correctement l'Amérique blanche. Pour résumer, une très belle performance, et ça je l'ai souvent dit. Mais ce n'était pas dans les plans de Kendrick Lamar de rester lisse, il est resté fidèle à lui-même, ça c'est clair. Il a transmis un message en fait, et ce message c'est comment l'Amérique s'est enrichie en exploitant la communauté afro-américaine de toutes les manières possibles. Et d'ailleurs tu le vois à plusieurs reprises, notamment lorsque les danseurs portent le drapeau américain. Bien que cette performance divise, Kendrick Lamar battra à nouveau tous les records avec cette performance. Plus de 134 millions de personnes dans le monde regarderont cette performance. Alors Kendrick Lamar, c'est un artiste la vidéo du Super Bowl qui a été réussi à faire quelque chose d'unique dans sa génération. Je crois que c'est la vidéo du Super Bowl la plus vue. Il propose une approche qui peut paraître confidentielle, mais il réussit à toucher les masses. Il a un succès véritablement mainstream. C'est quelque chose qu'on retrouve pas souvent. C'est pas donné à tous les artistes. Il a rarement fait des concessions et ça a toujours marché. Il ne rentre ni dans les codes de notre époque, c'est-à-dire produire de la musique en continu pour rester relevant. Il est quasi inexistant sur les réseaux sociaux et pourtant son succès est toujours au rendez-vous. C'est vrai que je le vois pas sur les réseaux. Moralité de l'histoire. Lorsque votre femme vous dit « on déménage, je n'en peux plus d'ici », écoutez-la. Allez, let's go, on fait. Voilà pour ce qui est de ma vidéo sur Kendrick Lamar. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une vidéo de célébration. Et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va aller avec les LSD maintenant. Je vais en faire moins. Et comme je l'ai dit au début de l'année, lorsque je fais un LSD, c'est un gros morceau où on revient vraiment en profondeur sur un artiste. Alors, je vais aussi tenter des concepts en dehors du studio. J'espère que vous allez me suivre là-dessus, d'accord? Lorsque vous voyez le... Franchement, merci Chris d'Iconic. N'hésitez pas à aller vous abonner. Hop, tiens. Vous abonner à sa chaîne, les gars, n'oubliez pas. Bref, c'était cool. J'en ai appris des choses. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, la familia. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, bien évidemment. Et ciao, ciao.